Alexandre Delval, 53 ans, géopolitologue, je fais de la géopolitique, des recherches sur l'islamisme et les relations islam-Occident, les relations Russie-Occident depuis 25 ans. Et j'ai créé l'expression totalitarisme islamiste, j'ai énormément écrit sur le malentendu Russie-Occident. Voilà mes deux thèmes de prédilection. Et dans mon dernier essai, La mondialisation dangereuse, eh bien, je montre que les Européens, surtout de l'Ouest, sont les dindons de la farce d'une mondialisation qu'ils ont à tort, naïvement confondue avec le mondialisme. Je dirais que la mondialisation, c'est un phénomène neutre et ancien, qui remonte à l'époque du Moyen-Âge. On pourrait parler des routes de la soie, des routes de la porcelaine, de l'argent, Venise, Florence. C'est quelque chose d'ancien. C'est des échanges entre personnes de milieux différents grâce à des navigations jadis, grâce aujourd'hui à des transports plus sophistiqués. C'est des échanges commerciaux et humains et qui ont été accélérés par la technologie. Ça, c'est la mondialisation telle qu'on l'a toujours connue, et elle n'a jamais empêché la formation des nations. D'ailleurs, la mondialisation a précédé la plupart des nations qui existent aujourd'hui. Et la mondialisation, donc, elle a eu plusieurs phases. Et la dernière phase de mondialisation, ça a été la mondialisation anglo-saxonne, portée par l'empire américain McWorld et ses multinationales, qui ont voulu délocaliser pour avoir plus de profit et qui se sont délocalisés dans des pays de l'ex-tiers-monde, qui n'est plus du tout le tiers-monde, puisqu'aujourd'hui, c'est le tiers-monde chinois qui peut racheter l'Occident. Et cette mondialisation anglo-saxonne, elle a cru qu'on pouvait se délocaliser, se financiariser et se désindustrialiser en produisant ailleurs ce que l'on produisait jadis dans les pays de la révolution industrielle. Cette mondialisation-là, elle est en train d'échapper aux anglo-saxons et elle devient chinoise, depuis que les Chinois, contrairement aux Européens, ne considèrent pas la mondialisation comme la preuve qu'on est dans le mondialisme et qu'on doit faire un gouvernement mondial et qu'on est tous frères. La Chine voit dans la mondialisation une formidable opportunité pour avancer ses pions, sa nation, ses intérêts nationaux, sa stratégie de puissance. Donc on voit bien que d'un côté, on a l'Europe qui croit que la mondialisation, ça veut dire on est bisounours, on est tous frères, ce qui est une très belle idée, mais elle baisse la garde et elle remplace l'identité par les droits de l'homme et des valeurs universelles. Elle est piégée par son propre universalisme droit de l'hommiste. Le reste du monde, par contre, les tigres asiatiques, la Chine, même aussi la Turquie, l'Indonésie, même la Colombie, le Mexique, on pourrait parler de tous les pays émergents, la plupart des pays du monde sont ultranationalistes ou très souverainistes. Ils sont identitaires. Les pays asiatiques sont très asiatiques, les pays islamiques sont de plus en plus axés sur la charia, les pays d'Amérique latine sont très, qu'ils soient indigénistes ou de droite, ils sont très nationalistes. En fait, le monde entier, qui est plongé dans la mondialisation, dont les pays émergents, sont tous extrêmement identitaires et souverainistes. Il n'y a que l'Europe bisounours qui croit que la mondialisation implique que nous renoncions à notre identité, à nos frontières, à nos souverainetés. Ce qui profite aux coquins, aux racailles d'en haut, les multinationales, c'est l'expression d'André Berkoff, les racailles d'en haut, les multinationales, les GAFAM, tous ceux qui aiment en fait le non-État, parce qu'ils ont intérêt à ne pas payer de taxes, et ils n'aiment pas les juges, et ils n'aiment pas les États institués. Et en fait, ça profite aussi, cette mondialisation, dans cette vision abaissement des gardes et des frontières, ça profite aussi, bien sûr, aux mafias, et pas uniquement aux multinationales, ça profite à tous ceux qui n'aiment pas l'État-nation, ses juges, son ordre, son autorité. Donc en fait, la mondialisation, elle est utilisée aujourd'hui pour étendre la puissance des acteurs qui n'en sont pas dupes. Alors, la mondialisation dangereuse, c'est un peu un pied de nez et une contre-thèse à la mondialisation heureuse d'Alain Minck ou La Terre est plate de Thomas Friedman, ou alors de la pensée de Fukuyama. On a tout un chapitre sur les grands penseurs qui se sont souvent tout à fait trompés d'ailleurs. Mais la mondialisation malheureuse, c'était déjà pris, ça existait. Et moi, j'ai préféré dangereuse parce que la mondialisation n'est pas que dangereuse, n'est pas que mauvaise. Il y a une bonne mondialisation qui a permis à beaucoup de peuples de s'enrichir. Mais comme l'électricité, comme beaucoup de choses, eh bien, c'est un phénomène neutre. Il y a les bons côtés et les mauvais côtés. On parle tout le temps des bons côtés de la mondialisation nécessairement heureuse ou bénéfique. Ben moi, j'ai voulu montrer qu'il y a aussi des côtés dangereux. Les virus adorent la mondialisation et l'absence de frontières. Bien sûr, les virus ne sont pas forcément intelligents comme un être humain, mais c'est un petit peu un jeu de mots. Les mafias.
les mafias transnationales sont foncièrement mondialistes. Elles adorent, d'ailleurs dans la série Netflix, on voit bien que quand les narcos Mexique assistent au début de l'accord de libre-échange interaméricain, l'ALENA, ils sont très heureux parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir s'enrichir. De même, la mafia calabraise, la 'Ndrangheta et la mafia albanaise ont adoré l'espace Schengen qui leur a permis de s'étendre dans toute l'Europe sans contrôle, alors qu'avant, chaque pays avait un contrôle à ses frontières. Donc la mondialisation, elle plaît à ces entités. On a parlé des multinationales, mais elle plaît aussi à l'islamisme. L'islamisme est un phénomène sans frontières, transnational. En fait, tous les phénomènes sans frontières transnationaux aiment la mondialisation marchande telle que l'entendent les Occidentaux, c'est-à-dire rendre la frontière négative, les murs sont forcément des murs de la honte, et tout ce qui sépare les individus, les nations, c'est forcément quelque chose d'horrible. Et on voit que l'Europe en est prisonnière plus que n'importe quelle autre nation, puisqu'il n'y a qu'en Europe où il est à la mode de supprimer la différence entre l'autre et le même, entre le citoyen et le non-citoyen, l'étranger et le non-étranger. C'est une pensée qui est une lecture mondialiste, universaliste, béate de la mondialisation, car en fait, les autres nations du monde, qui sont autant dans le marché que nous, et qui ne sont pas moins riches, puisque la Chine est en train de devenir le premier acteur mondial, économique et bientôt politique, eh bien eux, ils n'ont pas du tout cette grille de lecture. Pour eux, la mondialisation, c'est une hyper-concurrence, c'est une extension de leur puissance, c'est une projection de leur puissance, et c'est pas du tout une lecture ni non identitaire, ni bisounours, ni pacifiste. D'ailleurs, c'est la réelle politique. On le voit, les présidents du monde entier, que ce soit Modi en Inde, qui est très identitaire, hindouiste, nationaliste, que ce soit Erdogan, qui est néo-ottoman, que ce soit Poutine, qui est néo-tsariste, orthodoxe, que ce soit l'Indonésie, la Malaisie qui se réislamisent, que ce soit le néo-indigénisme en Afrique ou en Amérique latine, la plupart des pays du monde sont soit très identitaires, soit utilisent la mondialisation pour étendre leur puissance, mais surtout pas renoncer à leur identité. Encore une fois, il n'y a que l'Europe qui croit que la mondialisation, c'est le renoncement à soi-même. Alors, je parlais récemment à Bruxelles avec un haut fonctionnaire français du Quai d'Orsay détaché à la cellule diplomatique de l'Union européenne, et il me disait lui-même, qui pourtant est un européiste convaincu, il a voulu travailler dans ce département au sein de l'Union européenne, il me disait, c'est quelque chose d'assez ubuesque. Il y a une non-diplomatie. On a plusieurs diplomaties de plusieurs pays, dont les grands pays européens, qui ont tous des intérêts, des habitudes, des géographies, des histoires différentes. Regardez par exemple dans les années 90, la guerre du Kosovo, fin des années 90. On avait l'Italie, la Grèce qui étaient plutôt pro-serbes, comme la France, et on avait l'Allemagne, l'Autriche et les pays du Nord et pratiquement tout le reste de l'Europe qui étaient foncièrement pro-albanais kosovars. On a la guerre en Irak où la France était contre et la plupart des autres pays européens étaient pour. Donc quand il y a des grands dossiers en Europe ou ailleurs, des grandes guerres, la Libye, regardez la Libye, l'Italie était très remontée contre Sarkozy à cause de l'intervention en Libye. Donc on n'est pas d'accord quand il y a des choses extrêmement importantes. En plus, on n'est pas d'accord aussi sur la défense européenne, on n'est pas d'accord sur la diplomatie européenne. Il n'y a pas de diplomatie européenne. On pourrait dire qu'il y a une non-diplomatie européenne. Pourquoi ? Pour une raison très simple. L'Europe n'est pas une entité géopolitique. L'Europe n'est pas une nation, elle n'est pas une entité supranationale capable de remplacer les nations infra. L'Europe est un OJNI, un objet géopolitique non identifié, c'est-à-dire qu'elle a détruit les souverainetés un petit peu, les souverainetés nationales des pays qui la composent, sans réussir à compenser par la construction d'une réelle souveraineté supranationale en devenant un super-État européen. Elle n'est ni un super-État européen, elle n'a pas de frontières fixes, elle n'a pas d'identité assumée, elle n'a pas de projet global, à part le droit de l'homisme que n'importe quelle société du monde pourrait adopter ou pas. Et l'Europe, donc, est dans un entre-deux. C'est ce que me disait ce diplomate, un entre-deux. Nous ne sommes plus des nations souveraines capables d'avoir une vraie diplomatie, mais nous ne sommes pas encore une nation souveraine européenne ayant sa propre diplomatie. Le meilleur pied de nez a été, façon de parler, Erdogan, quand il a reçu Ursula von der Leyen avec M. Michel, les deux représentants de l'exécutif européen. C'était une cacophonie. On n'est même pas fichu d'envoyer un interlocuteur unique de l'Union
européenne, on envoie un couple. Et Erdogan a pris un malin plaisir à humilier la présidente Ursula von der Leyen, et M. Michel n'a pas osé protester. On parlerait aussi longuement de Erdogan. Erdogan, par exemple, lorsqu'il a menacé les pays européens avec le chantage migratoire, eh bien, il est allé voir Angela Merkel. L'Union européenne, en tant que ses institutions réelles, officielles, n'a pas été capable d'être l'interlocuteur d'Erdogan, qui est allé voir Angela Merkel, qui a promis d'ailleurs 7 milliards d'euros à un pays qui exerce un chantage et qui nous rackette, et qui récemment a livré une guerre abominable contre la petite nation arménienne dans le Caucase, en trahissant d'ailleurs son propre nouveau partenaire Poutine, qui à mon avis est le perdant de cette alliance. Et quand l'Europe assiste à la guerre en Arménie, puisque après le Haut-Karabakh, maintenant c'est l'Arménie qui est menacée directement par les Azéris et leurs protecteurs turcs, eh bien l'Europe est totalement absente. Et c'est assez étonnant parce que cette diplomatie européenne qui est si active contre les méchants populistes en Hongrie ou en Pologne, elle est extrêmement timide face aux vrais prédateurs extérieurs comme la Turquie. Normalement, quand la Turquie a attaqué la Grèce, on parlait de l'Arménie, mais aussi la Grèce et Chypre récemment, depuis 2019, en empêchant le forage légal des Grecs et des Chypriotes dans la Méditerranée orientale, lorsque la Turquie envoie des bateaux militaires menacer une compagnie italienne qui fait du forage à Chypre, lorsque l'armée turque empêche du forage dans leur propre zone des entreprises grecques et chypriotes, et qu'elle menace donc 2 pays membres de l'Union européenne, lorsque la Turquie colonise l'île de Chypre, qu'elle occupe déjà illégalement à 37%. Quelle est la réaction de l'Union européenne? Il n'y en a aucune. Le seul pays européen qui a un petit peu protesté contre les gesticulations d'Erdogan ces dernières années, c'est la France, qui l'a fait parce qu'elle a des intérêts pétroliers avec Total à Chypre. Et elle ne l'a pas fait au nom de l'Europe. L'Europe est totalement absente, c'est une non-puissance, une impuissance volontaire. Et malheureusement, ce serait bien, à la limite, si on était tous pacifistes et bisounours. Le problème, c'est qu'on est les seuls. Et donc, quand on est les seuls à être pacifistes et à baisser les gardes, eh bien, ça attire les prédateurs. Et Erdogan a cette analyse. Il a dit, il y a 2 ans, que l'Europe était un continent en voie de putréfaction. C'est assez intéressant d'entendre cette expression. Il parle souvent de l'Europe perverse et de l'Europe vieille et de l'Europe méprisable. Voilà comment cet islamiste nationaliste considère les Européens. Et je pense que plus les Européens resteront impassibles, passifs, lorsqu'Erdogan agresse les Grecs, les Chypriotes ou les Arméniens, dans le Haut-Karabakh ou en Arménie, plus il considérera que c'est un appel, c'est un encouragement à aller encore plus loin dans les provocations. Et je pense réellement, comme l'a dit le chef d'état-major de l'armée de terre, l'ex-chef d'état-major de l'armée de terre, Thierry Burkhardt, avec lequel nous commençons ce livre, on a fait une exergue sur un de ses propos, il dit « Les conflits de haute intensité sont de retour ». Haute intensité, ça veut dire des guerres interétatiques, et je pense que s'il y a une guerre possible entre l'Union européenne, les pays de l'Union européenne et un État extérieur, ça risque très probablement d'être le prédateur néo-ottoman, islamo-nationaliste turc d'Erdogan. Alors, l'Europe, il faut bien voir, sans jugement de valeur, j'en parlais à la Maison de l'Europe récemment, j'aime bien le projet européen. Le problème du projet européen, c'est que depuis le début, le projet européen a été porté par des pères fondateurs qui étaient assez identitaires, qui étaient chrétiens, Adenauer, Konrad Adenauer, Schuman, De Gasperi, Don Sturzo, italien, français, Robert Schuman, français, mais aussi très germanophile. Donc c'était des gens de l'Europe carolingienne ou latine, qui avaient une certaine identité. Mais l'homme qui a vraiment porté le projet, qui est resté après eux, c'est Jean Monnet, qui était un agent des banques et des services de renseignement américains. Et ce n'est pas du complotisme souverainiste, c'est un fait historique aujourd'hui qui est dans les documents d'archives. Et on n'est pas là pour reprocher à Jean Monnet ce qu'il a été, mais il a été un agent de la puissance américaine. Ensuite, l'Europe s'est créée dans le cadre du plan Marshall et de la guerre froide, et c'était tout à fait légitime à l'époque, dans le cadre duquel l'Europe avait comme mission de la part de l'OTAN et des États-Unis d'être une extension de l'empire américain et du monde libre atlantiste pour faire blocage, pour bloquer la Russie soviétique. C'est relativement normal jusqu'en 89. Ensuite, après 89, après l'effondrement de l'Union soviétique et du mur de Berlin, qu'est-ce qui se passe? Le pacte de Varsovie des pays staliniens, communistes,
est aboli, mais l'OTAN reste en place. Déjà, étrange anomalie. Mais l'OTAN promet qu'elle n'ira pas continuer la guerre froide et qu'elle n'ira pas sur les plates-bandes de la Russie. Parole non tenue, et à partir des années 2000, 2003, 2004, les révolutions oranges en Ukraine, en Géorgie, au Kirghizistan, et même on a essayé aussi en Biélorussie, eh bien, les Occidentaux, non seulement ont étendu l'Union européenne jusqu'aux pays de l'Est, jusqu'à 2013, on n'a pas arrêté de s'étendre vers l'Est, mais l'OTAN s'est étendue en même temps que l'Union européenne, et la Russie a vu dans l'Union européenne non seulement un ventre mou, un empire soft, ou une non-puissance, mais quand même un empire tout de même. Car la définition d'un empire, c'est quand on s'étend indéfiniment. Ou plutôt, je préciserai, l'Europe n'est pas un empire. Elle est le protectorat de l'empire américain, et elle sert à l'empire américain de continuer à coloniser le continent européen. Et il est certain que cette extension de l'OTAN, qui est restée tournée contre la Russie, dont l'objectif est continu de désigner la Russie comme ennemi numéro un, plus l'OTAN s'étend vers l'Est, c'était les Pays-Baltes, c'était la Pologne, c'était la Roumanie. Maintenant, c'est encore plus vers l'Est, puisque à un moment, l'OTAN était même en train de faire des fausses promesses à l'Ukraine, qui a cru qu'un jour, elle serait bientôt aussi membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour la Russie, c'est une véritable déclaration de guerre. Donc ce qui est triste, c'est que plutôt que de se concentrer sur les deux grandes menaces pour l'Union européenne et les Occidentaux en général, que sont la menace du mercantilisme conquérant économique chinois, mais aussi marxiste, car la Chine est en fait un pays marxiste. Mais la menace chinoise, essentiellement économique, puisqu'elle a vocation à ruiner le reste du monde. Et deuxièmement, la menace islamiste, incarnée par le néo-ottoman Erdogan, mais aussi d'autres puissances. Eh bien, l'Europe et l'Occident ne livrent aucune guerre métapolitique, financière, idéologique et stratégique contre l'islamisme radical, puisque l'Occident, Europe et États-Unis confondus, restent les meilleurs amis de la Turquie d'Erdogan, du Qatar qui finance des djihadistes et les frères musulmans, de l'Arabie saoudite qui a répandu le salafisme en Europe, et même d'autres États qui sont pourtant les États officiellement ennemis, qui ne cessent de blâmer les Européens aux Nations Unies chaque année, le Pakistan. Ces pays restent plus ou moins considérés comme des amis ou des partenaires tout à fait fiables des Occidentaux, qui sont tellement aveuglés par leur russophobie, car on est dans la russophobie aujourd'hui. Quand il y avait l'Union soviétique, l'ex-créateur de la doctrine du containment, George Kennan, expliquait que c'était normal d'être tourné contre la Russie. Mais il faut savoir que le créateur même de la doctrine du containment, de l'endiguement de la Russie, donc la doctrine de la guerre froide, de l'OTAN, George Kennan, a dit à la fin de sa vie, nous le relatons dans ce livre, à la fin de sa vie, il a dit « c'est une folie de continuer à endiguer, à refouler, à diaboliser, à endommager la Russie, plutôt que de la faire rentrer dans le monde occidental. C'est une folie de continuer à la désigner comme ennemie, car aujourd'hui, ce n'est plus l'ennemi. » Et il rappelle, j'ai fait la doctrine du containment, non pas contre la Russie, qui est un pays européen et occidental, non, contre le communisme soviétique, qui était une menace stratégique et idéologique. Mais aujourd'hui, le communisme marxiste est beaucoup plus répandu dans les médias occidentaux, dans les universités occidentales et dans l'intelligentsia occidentale qu'en Russie. Croyez-moi, un marxiste trotskiste ou néo-maoïste est beaucoup mieux vu en Occident, dans les facs occidentales ou dans les médias occidentaux qu'en Russie. Donc la Russie n'est plus du tout un empire communiste, mais l'Occident continue à le traiter comme tel, et c'est la pire erreur, car ça nous empêche de combattre correctement et plus efficacement les vraies menaces que sont la Chine, d'un point de vue stratégique et économique, et l'islamisme, d'un point de vue civilisationnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'affrontement entre la Chine et les États-Unis aurait dû avoir lieu depuis longtemps. La Chine, elle sait très bien, et c'est dans la tradition de Sun Tzu, comme dans la tradition du jeu de Go, la Chine, dans la pensée stratégique chinoise, disons d'assez haut niveau, parce que les Chinois ne sont pas tous des anges pacifiques, mais dans la stratégie chinoise, on emploie la guerre que véritablement comme dernier moyen, et si possible, on fait la guerre sans avoir à faire la guerre. Donc la Chine nous a rendus suffisamment dépendants de tout ce qu'elle fabrique, et elle fabrique pratiquement tout. Elle nous a tellement rendus dépendants, aujourd'hui ça inclut même les terres rares. Et bientôt, quand la Chine aura envahi, ce qui est probable d'ici 2025, maximum 2040, quand elle aura envahi Taïwan, elle aura également le monopole des semi-conducteurs, des puces.
Aujourd'hui, grâce aux terres rares, les métaux rares, la Chine peut bloquer pratiquement toute l'économie digitale et moderne, puisque les terres rares servent pour les composants de nombreuses hautes technologies et notamment les batteries. Donc la Chine aujourd'hui, elle sait qu'elle est arrivée à un degré dans lequel elle nous tient en dépendance tel qu'il est presque trop tard pour les Américains pour lui livrer la guerre. Parce que si les Américains aujourd'hui livraient la guerre à la Chine, ce serait le Covid x 10. Alors ne parlons pas des armes de destruction massive, mais tout simplement la Chine pourrait couper les vivres de tout ce qu'elle produit et elle dépend beaucoup moins des produits occidentaux que nous dépendons des produits chinois. Donc la guerre Chine-États-Unis, je pronostique qu'il est probable qu'elle n'ait pas lieu et que les États-Unis seront obligés de s'entendre avec la Chine, sauf s'ils décident de faire la guerre quand la Chine ne sera pas encore le numéro 1, mais ça va être très compliqué. Et je ne vois pas comment l'Amérique, qui a perdu des guerres contre des Irakiens ou contre des Afghans, parce qu'objectivement, elle les a perdus, même si elle n'a pas signé l'armistice, elle a dû se retirer. Parlons même aussi de la Somalie. Dans les années 90, l'Amérique a dû se retirer de Somalie. Elle n'a pas réussi à venir à bout de rebelles en Somalie. L'Amérique, qui perd toutes ses guerres depuis le Vietnam, même quand elle les gagne, elle les perd. On voit mal comment elle pourrait gagner une guerre contre l'Empire chinois, qui en plus a une alliance stratégique avec la Russie, l'OCS, dont nous parlons dans ce livre, l'organisation de la conférence de Shanghai. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il est probable que dans l'avenir, il y ait plus un condominium russo-américain, une sorte de guerre froide, mais qui ne sera pas comme la première, puisque la première guerre froide, le monde ex-soviétique n'était pas dans la mondialisation. Il bloquait la mondialisation. D'ailleurs, la mondialisation anglo-saxonne a été permise, elle a été multipliée par la chute de l'Union soviétique, où il y a un marché qui s'est ouvert au marché, au monde libre, au capitalisme. Aujourd'hui, c'est différent. La guerre froide ne pourra pas totalement bloquer, endiguer, isoler la Chine, puisque la Chine est le nouveau centre de la mondialisation. La Chine, elle a sinisé la mondialisation. La mondialisation n'est pas morte. On n'est pas vraiment dans une démondialisation. On l'est un peu, c'est la fin de ce livre d'ailleurs, le titre, la démondialisation. Mais à un moment, je dis, nous disons avec Jacques Sopelsa, ancien président de la Sorbonne, qui a fait ce livre avec moi, qui l'a écrit, eh bien nous sommes plutôt dans une post-mondialisation. La post-mondialisation, c'est une mondialisation différente qui sera portée non plus par le modèle mondialiste, universaliste, bisounoursiste, américain et surtout européen, mais elle sera portée par une vision chinoise, cynique, faite de realpolitik, de rapports de force et d'unilatéralisme. La Chine a déclaré récemment d'ailleurs, à propos du conflit avec 11 pays autour de la mer de Chine méridionale, et pas uniquement de Taïwan, que les décisions de la communauté internationale et du droit international et de l'ONU, qui donnent tort à la Chine sur les revendications des eaux, comme la Turquie le fait d'ailleurs en Méditerranée, la Chine a déclaré eh bien, ça n'a aucune importance. Les traités du multilatéralisme, les traités internationaux pour la Chine n'ont aucune espèce d'importance. Donc le nouveau monde qui vient, c'est une Chine qui va instrumentaliser la mondialisation à son profit, dans une logique tout à fait anti-mondialiste, néo-impériale, néo-nationaliste et très identitaire. Et c'est une Chine qui va réussir définitivement, probablement, à rendre dépendante d'elle tout le reste de toutes les nations du monde. Sauf si il y a une stratégie véritablement intelligente, sauf si l'Occident s'unit contre la Chine, prend des dispositions, en prenant le risque même d'une guerre mondiale, c'est quand même très peu probable, et si l'Occident réussit à couper l'alliance russo-chinoise. On en est très loin. Aujourd'hui, l'Occident n'a même pas compris, n'a même pas commencé le début d'un commencement d'une contre-stratégie qui viserait à récupérer la Russie, l'intégrer dans l'Occident pour affaiblir, isoler la Chine. On n'a même pas commencé ce travail. L'Occident se permet le luxe d'être à la fois contre la Russie et contre la Chine et contre ces pays du monde donc multipolaires. Et donc l'Occident, je ne vois pas comment il peut gagner le combat contre la Chine.